sujet concerne la médicalité de l'ostéopathie. Alors la médicalité, plus exactement, dans une approche épistémologique, une ontologie médicale applicable à l'ostéopathie. Donc pour le dire autrement, je me suis posé la question, y avait-il une essence médicale inhérente à l'ostéopathie? Mais évidemment, pour penser cette question, dans essence médicale, il y a essence médicale. Et donc je me suis dit que finalement, il y avait un lien très fort entre la médecine dite occidentale et l'ostéopathie, qui nous empêchait de penser l'essence médicale de l'ostéopathie sans penser l'essence médicale de la médecine. Étant donné que je suis relativement jeune, je n'ai pas eu à me confronter aux difficultés des poursuites pour l'exercice illégal de la médecine, par exemple, toutes les problématiques judiciaires. Et donc je peux comprendre que certains confrères aient été un petit peu échaudés et aient bien voulu faire la distinction entre d'un côté la médecine et de l'autre côté l'ostéopathie. Assez rapidement, je me suis donc dit que les ostéopathes n'étaient simplement pas habitués au raisonnement scientifique et à la méthodologie de la recherche. C'est pour ça que j'ai eu envie de creuser cet aspect, tout en continuant bien sûr les consultations, qui est notre corps de métier. Vous avez tous vu passer des communications en disant que les ostéopathes n'étaient pas reconnus, n'avaient pas d'efficacité, ou alors n'avaient pas le droit d'exercer l'ostéopathie dans des maisons de santé, etc. Bon, il y a tout un tas de choses dont on pourrait discuter, et l'esprit humain se contente souvent de choses assez faciles, des arguments simples, alors que parfois il y a des choses un peu plus complexes qui méritent de s'y arrêter, d'être développées pour être mieux compris. Parce que, chers amis, quel parcours depuis le 22 juin 1874? Quel parcours depuis qu'Andrew Taylor Still a formalisé l'idée de l'ostéopathie? Quel parcours depuis, vous savez, Paul Génie, Dr Lavézari, etc., et l'organisation, jusqu'à l'arrêté du 6 janvier 1962, où, incontestablement, l'ostéopathie est devenue une pratique médicale réservée aux médecins. C'était écrit. Comme ça, il n'y avait plus de débat, et on s'était dit que c'est tranché définitivement. Oui, mais voilà, je vous épargne la sociologie politique qui a suivi, évidemment, que vous connaissez pour certains sans doute mieux que moi dans les détails, jusqu'à la loi du 4 mars 2002, qui dit qu'effectivement, l'ostéopathie, étant toujours une pratique médicale, est aussi pratiquée par des non-médecins. Bon. Puis les décrets de 2007 qui commencent à expliquer ce que fait un ostéopathe et les limites de son champ de compétences, et enfin 2014 qui donne un certain nombre d'éléments de définition et qui encadre un peu mieux la formation. Il y aurait d'autres choses à dire, mais en tout cas, le parcours est quand même considérable. Alors, que peut-on conclure? L'ostéopathie a destitué, en tout cas dans les usages, la médecine occidentale de son travail de première intention, de premier recours, incontestablement. Quand on cherche une définition de ce que c'est que la médecine, c'est toujours un grand moment en épistémologie. Donc, la médecine est définie de la manière suivante. C'est ce que pratiquent les médecins. Et à la question que pratiquent les médecins, eh bien, de la médecine. Et on tombe sur une circularité qui s'appelle en épistémologie une tautologie, qui nous renvoie à quelque chose qui est informe, non circonscrit et difficile, bien entendu, à appréhender de fait. Donc, ça me plaçait dans le plus grand embarras jusqu'à ce que je comprenne que je me posais plutôt mal la question, et qu'en fait, l'ostéopathie apparaissait comme un élément plutôt subversif davantage, plutôt que quelque chose de disruptif. Pour le dire autrement, l'ostéopathie n'apportait pas une rupture, mais invitait véritablement à une révolution, pour renverser l'ordre établi initialement par une médicalité qui serait donc exclusivement médicale. Donc je vous lis l'article 1 du décret du 25 mars 2007, et ensuite, je n'aurai pas le temps de faire toute la liste grammaticale que j'ai pu faire ici, mais je vais essayer de vous en faire la synthèse de la synthèse de la synthèse. Il dit la chose suivante: un ostéopathe peut agir à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique. On pourrait dire, bon, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'à priori, une pathologie organique, on ne peut pas la traiter. Sauf que, qu'est-ce que ça suggère? Si le législateur avait voulu interdire à un ostéopathe de traiter une pathologie organique, il aurait suffi de dire, à l'exclusion des pathologies organiques, point. Et là, c'était terminé. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a utilisé une kyrielle de qualificatifs pour dire que, finalement, les ostéopathes ne sont pas autorisés à traiter un certain type de pathologie organique, qui sont celles qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique. C'est-à-dire qu'il existerait d'autres pathologies organiques qui ne nécessiteraient pas ça, qui appartiennent au champ de compétences des ostéopathes. Un ostéopathe, juridiquement, il est autorisé à faire ce qu'on appelle des actes de manipulation et des actes de mobilisation. Alors, vous, ostéopathe, vous savez que c'est excessivement insuffisant, puisqu'entre une personne qui traite le duodénum, le côlon sigmoïde, la plèvre pariétale, le ligament de Morozov ou quelqu'un qui mobilise une épaule, ça n'est pas tout à fait la même chose. Pour le droit, globalement, tout ça s'appelle acte de mobilisation. Dès lors qu'il y a une impulsion, c'est-à-dire un vecteur de force, et j'essaierai de vous en faire la démonstration, ça se requalifie en acte de manipulation. Et pour le législateur, il y a une différence entre les deux. Voilà ce que je peux vous dire.